Fissure sociale, je ne sais pas trop si je verrais les choses sous cet angle-là. Ce que l'on sait et ce que l'on constate, et c'est légitime. Les Gabonais ont formulé beaucoup d'espoir sur les dirigeants actuels depuis la transition. Les Gabonais, pendant des décennies, se sont vus privés de toute forme d'espoir. Et à l'arrivée donc de la transition, c'est tout à fait normal que ces espoirs ayant été assurément retrouvés, les Gabonais demeurent impatients. Voyez-vous, si vous prenez quelqu'un et que vous maintenez cette personne dans l'obscurité pendant des décennies, cette personne, quand elle verra le premier rayon de lumière, elle va s'accrocher à ce rayon de lumière. Et même si on arrive à faire comprendre à cette personne que le milieu obscur dans lequel vous êtes, si vous avez pu obtenir ce rayon de lumière, c'est parce que ça fait pratiquement 10 jours ou 20 jours qu'on essaie de cogner sur le même endroit pour essayer de le percer. Dès que la personne a vu le rayon de lumière, pour elle, elle estime qu'il est possible de libérer totalement la pièce en un laps de temps. Et je pense que c'est la situation dans laquelle nous sommes. Parce que pour beaucoup de compatriotes, ils estiment, de façon légitime, que toutes les difficultés cumulées au cours des 10-20 dernières années, elles peuvent être résolues en l'espace d'une année, en l'espace de 2 ans. Nous avons par exemple 27 000 situations non régularisées tout au long des 30 dernières années même, pour certains. Et ce sont les syndicats, les enseignants même qui le disent. Mais vous voyez que pour les enseignants, vu que le président de la République actuelle a dit qu'il est venu libérer les Gabonais, donc séance tenante, 27 000 situations cumulées sur près de 30 ans, il doit les résoudre maintenant en un mois. On peut le comprendre, mais derrière, est-ce que c'est réaliste? Donc, il y a toutes ces questions qui donnent le sentiment effectivement qu'il y a une fissure qui est sociale, parce que tout le monde veut voir sa situation être régularisée le plus tôt possible. Ça s'entend, mais c'est aussi une façon d'attirer l'attention des gouvernants pour dire que cette légitimité, il faut la prendre en compte. Cela est valable pour l'éducation, cela est valable pour l'énergie, l'électricité, des problèmes qui datent de depuis, qui datent pas d'aujourd'hui. Mais tout compte fait, quand on a la responsabilité, malheureusement, de gérer le pays, on se doit d'apporter les éléments de réponse. Et les Gabonais sont impatients de voir toutes ces réponses être apportées sur toutes ces questions qui se posent depuis des décennies. Sur la question de l'électricité, on va raisonner de façon la plus simple possible. Nous sommes tous d'accord que le réseau électrique, notamment, il est vétuste. Ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2002, c'est ce qui a poussé Omar Bongo à faire venir Agreco et donc faire installer des centrales électriques. En 2024, c'est ce qui a poussé le président Oligui à faire venir K-Powership 2024-2025. Donc on voit que si on parle de 2002 jusqu'en 2024, qu'on est toujours soit dans les centrales électriques avec des partenaires ou des bateaux qui fournissent l'électricité avec d'autres partenaires, c'est que le problème ne date pas d'aujourd'hui, le problème il est réel. On est d'accord. Donc quand on a dit ça, on admet que nos capacités de production n'ont réellement pas augmenté. Nous consommons, nous avons le même niveau de production en énergie, mais pour des besoins en consommation qui se deviennent de plus en plus importants, d'autant plus que la population grandit, les villes sont en train de s'étendre et tout ce qui s'ensuit. À côté de ça, et là je rentre maintenant sur la question que vous avez posée, si on est honnête, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, s'agissant de l'électricité, que Libreville était autant éclairée avant l'arrivée du CETRI? Je parle de l'éclairage public. On sait tous que non. Si on m'apporte la preuve contraire, qu'on me dise s'il y avait des mâts comme ceux que l'on voit qui consomment suffisamment d'électricité dans Libreville, est-ce qu'il y avait autant de lampadaires allumés et tout ce qui s'ensuit? Donc on s'est retrouvé à augmenter les dépenses d'éclairage public pour un niveau de production d'énergie qui était le même. Je ne suis pas technicien,
Mais j'ai pas besoin de l'aide pour comprendre que ça peut avoir un impact sur les questions de délestage. À côté de ça, nous avons vu combien de fois le pays est en chantier. On le voit au quotidien. Les machines tournent de partout. Mais quand je le dis, c'est pas pour dire que c'est une excuse. Si on a fait venir un bateau, c'est qu'on estime que ce bateau-là peut résoudre le problème. Maintenant, si on a des problèmes aussi à payer le bateau, il faut dire la vérité aux Gabonais pour dire, voilà, on n'arrive pas à payer le prestataire. Et puis le prestataire, voilà, il bloque ses machines. Bon, il est dans son droit. On a vu une note qui avait fuité s'agissant de cas PowerShip et tout ce qui s'ensuit. C'est possible. Mais il faut qu'on arrive à tenir ce langage de vérité à nos compatriotes. Et il faut que derrière aussi, les compatriotes comprennent que si le président et le gouvernement peuvent faire venir un bateau et prendre le risque de payer un prestataire aussi cher, c'est qu'il y a la volonté de contribuer à résoudre ce problème-là. Mais à côté de cette volonté, il y a aussi une infrastructure qui est là, qui est vieillissante, qu'il faut renouveler. Donc le gouvernement, pendant qu'ils essayent de trouver des solutions alternatives, vous savez qu'il y a la construction actuellement du barrage de Kingele et Aval pour une production estimée à 35 mégawatts. Mais à côté de ça, nous avons le Grand Poubara dans le Haut-Ogooué qui a été construit et livré, je pense, depuis 2014. Production 160 mégawatts. Mais vous connaissez le problème du Grand Poubara? Il n'y a pas les moyens pour transporter l'électricité, les lignes électriques. Donc, le gouvernement doit résoudre le problème du Grand Poubara. Le gouvernement lui-même doit construire les barrages hydroélectriques comme ceux de Kingele et Aval. Le gouvernement doit renouveler l'infrastructure qui est vieillissante depuis des décennies. Le même gouvernement doit se débrouiller à louer des prestataires pour fournir l'électricité en attendant. Mais tout ça, c'est avec quel moyen? Dans un moyen où le gouvernement hérite, pas besoin de le rappeler, et on le sait tous, d'un pays qui était super endetté, avec près de 7 000 milliards de dettes cumulées sur les 14 dernières années, parce que entre 2009, où la dette était à 1 300 milliards, et 2023, quand le C3 arrive, la dette est à plus de 7 000 milliards. Il faut rembourser en même temps la dette. Donc, il y a toutes ces réalités qui ne sont pas forcément perçues. Je tiens déjà à présenter, renouveler mes condoléances à la famille de notre jeune fils décédé du côté du lycée Ma. Ce jour, je m'étais rendu effectivement à l'établissement pour échanger avec le proviseur et le corps administratif pour mieux comprendre. De ce qui ressortait, ce sont des questions liées à ce que tous les jeunes peuvent rencontrer, hein, que ce soit les drogues et tout ce qui s'ensuit, et que ce dernier avait été en conseil de discipline. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le diable est toujours présent là où il y a des petits détails. Et il a encore été à l'œuvre ce jour-là pour donner ses pensées négatives à notre fils de se donner la mort, alors que ce genre de solution, ce genre de problème peut trouver solution. Et le plus triste, c'est que ça s'est passé en présence de sa maman. Donc c'est aussi pour dire que dans tout ce que l'on fait, il y a un côté spirituel. Je suis chrétien. C'est pour nous inviter à davantage intensifier nos prières pour notre pays, pour nos enfants, mais aussi attirer l'attention des parents, de l'État et du corps administratif, de même que les organisations en charge de l'éducation, pour qu'on puisse davantage prendre à bras le corps ce problème lié à l'éducation de nos enfants, où il y a beaucoup de phénomènes que l'on enregistre, à côté des suicides dont vous parlez, on voit les questions de drogue et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'il faut qu'on puisse tirer les conséquences de ce malheureux événement pour pouvoir convenablement agir par la suite. Le secteur de l'éducation est l'un des secteurs qui a toujours été en crise, que cela soit sous la ministre actuelle ou sous les précédents ministres. Donc, je pense pas que, parce qu'il y aurait peut-être eu un autre ministre, qu'on n'aurait pas enregistré des grèves. D'autant plus que les problèmes posés par les enseignants sont les mêmes problèmes qu'ils posent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans solution. Peut-être que le changement de ministre peut aussi
apporter une forme d'accalmie, mais pour combien de temps? Là est toute la question. Je ne suis pas de nature, moi, à personnaliser les débats. Même si il est vrai que l'alternance aussi fait du bien, parce que rester au même endroit pendant des années peut effectivement créer quelques incompréhensions, notamment auprès de certains partenaires, notamment sociaux avec lesquels vous discutez. Mais est-ce que le ministre est le problème de fond? On a changé combien de ministres depuis les années 90? Est-ce que c'est pour autant que les problèmes des enseignants ont été résolus? Donc le problème est bien plus profond que la personne qui occupe le ministère, et je pense qu'il nous faut davantage nous concentrer sur le problème que sur tout ce qui est autour du problème. L'éducation, je le dis tout le temps, il n'y a pas que les enseignants. L'éducation est un tout. Vous avez les élèves, vous avez le corps administratif, donc les enseignants, vous avez aussi les parents d'élèves. Mais le constat que je fais, c'est que quand on parle d'éducation, on ne s'intéresse qu'à la cause des enseignants. Je parle en tant qu'acteur de l'éducation, parce que fondateur d'une ONG, depuis aujourd'hui 13 ans, 14 ans, EDUCAF, qui ne milite que dans le secteur éducation, mais qui se soucie de la qualité des enseignements que reçoivent nos enfants aujourd'hui. Vous avez vu combien de personnes se lever lorsqu'on a décidé d'harmoniser les coefficients tout à 1. Tu as 10 en maths, tu as 8 en maths, tu peux combler avec 12 en sport et tu as la moyenne. Moi, je me suis levé, vous avez suivi. Mais il y a eu combien d'associations de parents d'élèves? Vous avez vu combien de syndicats de l'éducation nationale? Et pourtant, quand vous échangez avec ces mêmes syndicats, certains vous disent non, la mesure n'est pas bonne. Mais ils ne sont pas capables, justement, de poser ce type de problème. Donc, la question de l'éducation, il faut qu'on arrive à la résoudre et à la porter de façon globale. Il ne faut pas que chacun ne pense qu'à ses propres intérêts. On parle d'éducation uniquement quand il y a des problèmes de primes, de situations. Oui, bon, même si on paye toutes les primes, on régularise toutes les situations administratives. Est-ce que c'est le paiement de ces primes qui va rendre notre système éducatif plus performant si à côté de ça, la façon d'encadrer nos enfants ne change pas? Donc, il y a toutes ces questions, il y a toutes ces réalités. C'est pourquoi je suis souvent un peu incompris par certains enseignants, parce qu'ils estiment en fait que je ne suis pas tout le temps du côté des enseignants. Mais je dis, moi, je suis acteur de l'éducation. Je ne suis pas là pour un camp dans l'éducation. Je suis là pour tous les acteurs de l'éducation. Quand les enseignants font bien, je suis avec vous. Mais aussi, quand les élèves aussi ne sont pas bien traités par les enseignants, quand les élèves deviennent ceux qui sont victimes d'harcèlement sexuel pour beaucoup, et qu'on n'a jamais vu un syndicat d'enseignants condamner cela, ben, nous, on se doit également d'être du côté des élèves. Pareil pour les étudiants. Et moi, c'est mon rôle. À ce niveau, c'est le rôle que je joue. Et je pense que pour résoudre ce problème, c'est vraiment de façon globale qu'il faut aborder la question.